Bonjour tout le monde. Merci d'être avec nous ce midi pour notre webinaire sur l'adaptation au changement climatique dans la capitale nationale. On voit que vous êtes présents en grand nombre aujourd'hui, donc on est bien content de voir qu'il y a de l'intérêt pour notre sujet d'aujourd'hui. Je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Frédérique Lavoie. Je travaille au Conseil régional de l'environnement de la capitale nationale comme conseillère en aménagement du territoire et aux affaires publiques. Et le CRE, pour ceux qui peut-être ne nous connaîtraient pas, on est un OBNL dont la mission vise à promouvoir les valeurs environnementales dans le développement urbain et le développement régional à travers la capitale nationale. Et on organise une série de webinaires dans le cadre du projet Climat de changement, qui est une démarche qui se déploie dans toutes les régions du Québec, qui s'adresse au milieu municipal, à toutes les personnes clés des collectivités territoriales et aux acteurs socio-économiques pour créer des occasions de développer des connaissances, d'outiller, de faciliter la concertation autour de l'action climatique. Donc, c'est un peu ça notre contexte aujourd'hui du webinaire. Aujourd'hui, on a réuni quand même trois panélistes de divers horizons pour nous parler des enjeux liés à l'adaptation au changement climatique dans la capitale nationale. Parce qu'en fait, nous, notre réflexion était que je pense que à travers l'actualité, on parle de plus en plus des conséquences des changements climatiques. Là, je pense que de plus en plus une prise de conscience qu'on doit faire face à des aléas climatiques extrêmes de plus en plus fréquents, de plus en plus intenses, que ce soit des inondations. On l'a vu à Baie-Saint-Paul ce printemps. On a parlé de crise du verglas. On parle de feux de forêt dans la dernière semaine. Donc, c'est tous des éléments que je pense qui font partie de notre réalité maintenant, alors que l'adaptation est plus ou moins un sujet dont on parle beaucoup. On est un peu plus dans l'atténuation encore, j'ai l'impression, donc un peu plus dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre, plutôt que comment est-ce qu'on gère la réalité avec laquelle on doit vivre aujourd'hui. Donc, c'est un peu ça notre question de base qu'on se posait en organisant notre webinaire. Et pour répondre à ces questions-là, on a réuni trois panélistes, donc Mylène Savard de la CMQ, qui va commencer aujourd'hui, que je vais présenter dans quelques instants. On est aussi avec Joël Riffon de la Direction régionale de santé publique du CIUS de la capitale nationale et Mathieu Belland, qui est coordonnateur du programme Milieu de vie en santé chez Nature Québec. Donc, je vais les présenter plus longuement avant leur présentation. Puis j'oubliais de dire aussi quelques petits éléments techniques avant qu'on entre dans le vif du sujet. Si vous avez des petits soucis techniques aujourd'hui, j'ai ma collègue Jordan du CRE Capitale Nationale qui est avec nous, qui va pouvoir peut-être répondre aux questions, ou s'il y a des petits soucis, n'hésitez pas à lui faire signe dans le chat. C'est la personne qui est nommée CRE Capitale Nationale dans la liste des participants. Et évidemment, on va avoir une petite période de questions à la fin. Donc, si vous en avez, n'hésitez pas à les noter, puis on pourra vous donner la parole à la fin pour les poser à nos panélistes. Donc, sans plus tarder, je vais commencer par présenter notre première panéliste. Donc, Mylène Savard détient un baccalauréat en gestion et développement international de l'Université Laval et une maîtrise en gestion d'environnement de l'Université de Sherbrooke. Elle se spécialise dans l'accompagnement d'organisations, de gouvernements et de particuliers vers l'adoption de pratiques de protection de l'environnement, de lutte et d'adaptation au changement climatique. En 2022, elle s'est jointe à l'équipe de la communauté métropolitaine de Québec à titre de conseillère en environnement et en aménagement du territoire pour la réalisation d'un projet sur les vulnérabilités et potentiel d'adaptabilité du territoire de la communauté métropolitaine de Québec aux conséquences des changements climatiques. Donc, c'était la période où est-ce que je lisais un petit texte, mais c'est fini, rassurez-vous. Mylène, je te laisse la parole pour la suite. Voilà. Pour le partage d'écran, c'est bon? Oui.
Excellent. Bonjour à toutes et tous. Merci Frédéric et le CRA Capitale Nationale de l'invitation. Merci en fait de l'organisation là, de cette opportunité de discuter autour du thème de l'adaptation spécifiquement sur le territoire la capitale nationale. Où en sommes-nous? Très bonne question. Alors, je vais vous présenter pour l'adaptation au changement climatique à l'ACM Québec, à la Communauté métropolitaine de Québec, qui est une organisation de planification et de coordination des territoires des MRC de la Jacques-Cartier, de l'île d'Orléans, de la Côte de Beaupré, l'agglomération de Québec et de la ville de Lévis. Donc, ça regroupe en tout 28 municipalités. La CM Québec, ça a pour but la concertation et la collaboration de tous ces territoires là, qui ont toute leur unicité, mais qui ont quand même des enjeux communs. Et ça vise une meilleure cohérence là, dans les actions, les interactions sur le territoire métropolitain pour bâtir des milieux de vie plus durables, inclusifs et respectueux de l'environnement. Petite mise en contexte. Alors, je vais vous parler au niveau de la CM Québec, les grandes planifications, les projets, les stratégies, donc plus au niveau macro, comment on soutient, comment on favorise, on permet d'encadrer des actions là, plus concrètes, mais dans justement dans des grandes orientations qui vont percoler ensuite là, sur le terrain. Alors, dans les grandes planifications, je vais vous parler de la vision métropolitaine de l'eau. Je n'ai pas vu l'ensemble des participants d'où vous êtes issus, mais j'espère que la plupart d'entre vous, en tout cas une bonne partie d'entre vous, la connaissent, en ont entendu parler parce que c'est pas la vision métropolitaine c'est pas la vision de l'ACM Québec, c'est la vision métropolitaine, donc qui a été conçue, réfléchie par un ensemble d'acteurs qui travaillent pour la protection de l'eau. Pourquoi je vous présente celle-là? Il n'y a pas dans le titre vision de l'adaptation au changement climatique, mais ce que je voulais justement faire reconnaître, c'est que si on regarde les grands piliers de la vision métropolitaine de l'eau à droite, résilience des communautés, capacité de support des écosystèmes, changement climatique, on est vraiment sur des thèmes aussi qui contribuent à l'adaptation. Donc, c'est pour voir comment dans des planifications qui répondent à des enjeux de protection de l'eau, l'adaptation en fait partie. Donc, comment des actions dans divers domaines peuvent aussi servir l'adaptation. Et je vous ai mis des exemples d'actions du plan d'action 2021-2030 de la vision métropolitaine de l'eau, pour voir aussi de quelle façon ça répond aux enjeux de l'adaptation, donc la modélisation des zones inondables actuelles, mais très rapidement aussi le besoin de les modéliser en climat futur, l'intégration de l'espace de mobilité des cours d'eau dans les outils de planification, l'augmentation des superficies d'espaces naturels protégés, donc comment on peut s'assurer de conserver le plus possible leur fonction, leur intégrité afin de les rendre plus résilients. Réduire et limiter l'imperméabilisation des sols et le ruissellement, qui a des impacts, oui, sur la qualité de l'eau, la disponibilité de l'eau, le traitement de l'eau, mais aussi sur toute la résilience lors d'événements plus extrêmes, sur comment favoriser l'infiltration de l'eau sur site et non son traitement dans les infrastructures à cet effet. La consolidation du tissu urbain en favorisant la requalification. Donc, plus on redéveloppe la ville sur la ville, moins on a besoin d'empiéter sur les milieux naturels autour. Et toute la réflexion aussi sur les mécanismes d'écofiscalité qui favorisent, permettent ou facilitent l'intégration de ces actions-là à nos cadres réglementaires municipaux. La prochaine, qui est notre principal outil de planification ou principal outil réglementaire à la communauté métropolitaine, le plan métropolitain d'aménagement et de développement. En fait, je vais vous parler de sa révision, donc un plan, le PEMAD de son petit nom, qui est déjà en vigueur là, depuis 2012 et qui, la révision, le nouveau PEMAD devrait entrer en consultation là, au cours de l'automne. Donc, je peux pas vous donner son contenu, il est toujours en conception, mais je veux vous présenter les grandes intentions de ce plan métropolitain révisé dans la transversalité des mesures d'adaptation qui font partie de l'ensemble des
des objectifs, des attentes là, à décliner dans les schémas d'aménagement et éventuellement dans les réglementations municipales. Donc, dans des actions comme justement de limiter le développement à l'intérieur des périmètres d'urbanisation, tout ce qui est conservation, connexion des milieux naturels, gestion durable des ressources en eau, la durabilité des milieux de vie. Donc, c'est quelque chose qui est très en lien, en fait, qui contribue fortement à l'adaptation et qui est intégré dans l'ensemble des mesures de planification souhaitées sur le territoire. Et tout ça réfléchi dans une approche basée sur les services écosystémiques. Donc, on regarde dans une lunette quels sont les services, oui, d'approvisionnement, les services socioculturels fournis par nos milieux, particulièrement nos milieux naturels. Mais là où je veux surtout vous communiquer, c'est par rapport aux services de régulation et de soutien. Donc, si on regarde, on analyse, on évalue la pertinence de chacun des milieux, leurs valeurs, en fonction de leur rôle par rapport à la prévention des inondations, contrôle de l'érosion. On peut parler aussi de la fonction de traitement de polluants, la séquestration et stockage du carbone. Donc, c'est une façon d'analyser nos choix de développement en fonction des services de régulation qui servent l'adaptation de nos territoires au changement climatique. Et dernier point, la volonté de mettre plus d'emphase sur l'adaptation. Donc, je viens de vous dire que tout ça était transversal, c'est partout, mais plus d'emphase, ça veut dire, sachant qu'il y a déjà plein de mesures qui servent aussi l'adaptation, qui répondent à des enjeux présents. L'intention dans ce PMAD révisé, c'est de rajouter, si on veut, la couche de tenir compte des vulnérabilités du territoire, de tenir compte du fait que les changements climatiques vont les exacerber et s'assurer que les mesures qui servent l'adaptation pour répondre à d'autres enjeux sont suffisantes pour répondre aussi aux enjeux qui viennent avec les changements climatiques. Maintenant, pour des projets plus, comme Frédéric l'introduit, le projet principal sur l'adaptation à la ACM Québec qui s'appelle, qui est dans le cadre du programme de soutien à l'intégration de l'adaptation au changement climatique, de son grand nom, vulnérabilité et potentiel d'adaptabilité de l'ACM Québec aux conséquences des changements climatiques, qui vise des objectifs, en fait 3 objectifs, d'apprécier les vulnérabilités et potentiels liés au changement climatique sur le territoire, donc de bien connaître qu'est-ce qui se passe sur le territoire et où sont les vulnérabilités. En lien avec ça, d'identifier les mesures pour les réduire, ces vulnérabilités, et finalement de mettre en relief, c'est quoi le potentiel d'adaptabilité sur le territoire, où mettre les efforts, court, moyen terme, quels acteurs, quel budget. Donc, pour 2 grands résultats, qui est un diagnostic du territoire permettant de mieux comprendre et connaître les vulnérabilités, et toute la valeur du processus qui mène à ce résultat-là, donc toute la concertation et la mobilisation à l'échelle métropolitaine des acteurs qui vont être impliqués dans cette démarche-là pour favoriser par la suite la mise en place des mesures d'adaptation. Tu me feras signe, hein, Frédéric, si au niveau du temps, je déborde trop. Donc, j'y vais quand même rapidement. C'est surtout pour vous situer où est-ce qu'on en est dans ce projet-là que je viens de vous présenter. Donc, il est en 4 grandes étapes. On a terminé la première étape qui est le portrait qui permet de prendre conscience de la situation actuelle au niveau climatique et au niveau des vulnérabilités pour valider aussi les tendances qu'on entrevoit. Et on est en plein cœur de l'étape 2 sur l'évaluation l'analyse des vulnérabilités. Donc, de comprendre quelles sont, en réponse à l'exposition au changement climatique du territoire, quels sont les éléments sensibles et comment y répondre. Donc, où sont les vulnérabilités? Et en fait, pour compléter cette analyse des vulnérabilités, quel est l'éventail des capacités d'adaptation en place pour mettre en lumière, justement, où sont les vulnérabilités, où est le besoin de renforcer les capacités d'adaptation. Donc, on est en plein dans cette étape-là. On va entrer là, au cours de l'automne, on est en train de préparer des consultations pour aller chercher les capacités d'adaptation existantes pour compléter notre analyse des vulnérabilités. Ensuite, il y aura une mise en relation des vulnérabilités avec les risques reliés aux aléas naturels sous influence climatique et de dégager les réelles priorités d'intervention. Pour finalement identifier les mesures d'adaptation qui répondent à ces enjeux et planifier leur mise en œuvre, là, comme je vous disais, dans le temps, dans l'échelle, côté accessibilité, qu'est-ce qui est plus réaliste, plus accessible, court terme, moyen terme, etc.
Quand je vous parle de l'analyse de vulnérabilité qu'on fait dans le projet, on la regarde vraiment avec une lunette aménagement du territoire. Donc, où sont les vulnérabilités du territoire? Je fais un petit parallèle avec l'Atlas des vulnérabilités climatiques là, de l'Université Laval là, qui regarde vraiment la vulnérabilité de la personne dans son milieu. Ici, on regarde la vulnérabilité du milieu. Donc, qu'est-ce que ça va donner éventuellement sur les personnes? Donc, on étudie les dimensions d'infrastructure, donc transport, énergie, infrastructure métropolitaine, infrastructure verte, la dimension d'utilisation de l'eau pour sa disponibilité et sa qualité, tous les éléments de milieu naturel, faune, flore, milieu aquatique, le milieu côtier qui est d'intérêt, de fort intérêt sur le territoire métropolitain. Au niveau de l'agriculture, sans dire qu'on survole, là, il y a des gens très spécialisés dans ce type d'études aussi. Je fais un petit clin d'œil à Agriclimat ici, là, qui travaille en profondeur la question. Donc, c'est surtout dans une question pour les thématiques de production, usage de l'eau, agrotourisme et acériculture. On veut quand même aller évaluer quelle est la vulnérabilité de l'agriculture sur le territoire sans faire une étude très fine de tout l'éventail de mesures possibles. Patrimoine bâti et paysage, qui est caractéristique sur le territoire métropolitain pour les grands ensembles patrimoniaux et les unités de paysage. Et finalement, le milieu de vie pour ce qui est de la mobilité, le confort des milieux bâtis, le récréotourisme. Donc, on se demande un peu où est la personne là-dedans et je veux aussi faire un clin d'œil à Joël qui va présenter juste après. Non, je vais lui laisser présenter son projet, mais je vais déjà vous introduire le fait qu'on a une collaboration étroite avec le projet de la santé publique Capitale-Nationale, qui a des objectifs similaires et qui travaille une dimension. Je viens de vous présenter les 6 dimensions de l'étude de la CIM Québec, là, qui est vraiment aménagement du territoire. Et santé publique, eux, travaillent la santé. Donc, ça vient vraiment compléter l'élément de la personne, tous les facteurs de vulnérabilité déjà qu'il peut y avoir dans la population. Et l'intention, c'est que comme nos résultats sont complémentaires, qu'on se suive tout au long des projets réalisés pour combiner ensuite les constats faits de part et d'autre. Très, très, très brièvement, un deuxième projet, en fait, je voulais juste mentionner que le projet que je viens de vous parler, qui est très fortement axé sur l'adaptation, on a aussi des projets sur l'atténuation. Donc, sachant que oui, il y a ce besoin d'adaptation, on ne veut pas non plus le laisser de côté. Là, c'est vraiment important de travailler en complémentarité sur l'atténuation et l'adaptation. Donc, rapidement, le projet du programme pour la planification des milieux de vie durables, qui est Organisation spéciale du territoire, eu égard à la réduction ou à l'évitement des GES, qui donne un outil d'aide à la planification des milieux durables, qui fait en fait le même genre de portrait, mais vraiment par rapport à la qualité, de quelle façon sont organisés les milieux de vie et de l'impact sur la génération des GES selon le type de milieu. Donc, pour permettre de sélectionner où il y a du renforcement à faire sur la qualité des milieux de vie et l'impact que ça donne sur la génération des GES et qui va se solder par un outil d'aide à la décision pour les décideurs municipaux afin de planifier des milieux de vie plus durables et de faire aussi un choix de projet en ayant une manière d'évaluer est-ce que ça contribue positivement ou négativement à la diminution des GES. Pour finir, en fait, c'est une ouverture vers une stratégie de transition climatique métropolitaine. Sachant que l'ACM Québec et l'ensemble des acteurs municipaux sur le territoire ont reconnu l'état d'urgence climatique en 2019 et ont affirmé leur désir d'être un vecteur de changement pour la transition climatique. La réalisation, ou en fait la prochaine action de l'ACM Québec en matière d'adaptation, qui est le développement d'une stratégie de transition climatique, ça vise à consolider tous les actions que je vous ai énumérées plus tôt et aussi la consolidation des collaborations qui en auront émergé. Tout ça dans le but d'offrir, en fait, de rechercher une proposition équitable à l'atteinte de la carboneutralité, de l'adaptation et de la transition énergétique. Alors, c'est un à suivre. Merci beaucoup, Mylène, pour la belle présentation. Extrêmement intéressant. Puis je pense que la pertinence de nos invités aujourd'hui, c'est qu'on a des représentants d'organisations qui ont
des champs d'action vraiment très distincts à travers le territoire là, de la CMQ, pour ce qui est de la CMQ, mais bref, sur le territoire de la capitale nationale. Donc, la CMQ, on voit qu'on a autant d'un côté le volet planification avec le PEMA de la vision métropolitaine de l'eau qui a une incidence sur l'adaptation au changement climatique, les actions qu'on prend et qui viennent percoler ensuite auprès des municipalités qui doivent suivre ces plans-là aussi éventuellement, mais aussi plus avec des projets précis de développement de connaissances sur les vulnérabilités du territoire. Puis je pense que c'est vraiment là la première étape de l'adaptation, c'est de savoir quelles sont nos vulnérabilités sur le territoire pour savoir comment s'adapter. Donc, on va définitivement suivre ces travaux-là de près dans les prochains mois pour savoir quelles sont vos conclusions sur nos vulnérabilités dans la capitale nationale. Donc, mais merci beaucoup, Mylène, d'avoir accepté notre invitation. Je vais passer à notre deuxième invité qui est, là, on est dans un tout autre registre d'action avec Mathieu Belland, qui est chez Nature Québec. Donc, Mathieu détient un baccalauréat en aménagement et en environnement forestier de l'Université Laval, ainsi qu'une maîtrise en sciences forestières. Il a entre autres donné plusieurs conférences à l'international et enseigné au programme de techniques forestières au Cégep de Gaspé. Ses multiples expériences académiques et professionnelles l'ont amené à accepter un poste de chargé de projet de biomasse et énergie pour Nature Québec en 2019, puis de coordonnateur du programme Milieu de vie en santé en 2021. Donc, merci beaucoup, Mathieu, d'être avec nous aujourd'hui. Je te cède la parole pour la suite. Oui, super. Merci Frédéric. Je vais juste partager mon écran. Oui, donc voilà, vous voyez bien mon écran. Excellent. Alors, vraiment, dans un autre registre, on va vraiment être à une autre échelle là, dans le prochain 10 minutes. Moi, ce que je vais vous parler, c'est vraiment des exemples tirés de la capitale nationale. Puis oui, je suis désolé, je vais vraiment être Québec-centriste. Nous, on a vraiment travaillé plus dans la capitale nationale avec la ville de Québec. Ceci étant dit, j'ai d'autres exemples qui se font dans des plus petites municipalités aussi. Donc, aujourd'hui, oui, je vais axer Québec, mais il y a vraiment beaucoup de choses qui pourraient se faire à travers l'ensemble de la capitale nationale. Mais j'ai déjà un petit avertissement. Moi, je travaille pour Nature Québec, qui est un organisme en environnement. On travaille dans 4 grands axes. Aujourd'hui, je vais vraiment vous parler plus de l'environnement urbain. Puis, je suis coordonnateur du programme Milieu de vie en santé. Ça fait maintenant 7-8 ans qu'on fait des projets de verdissement, notamment pour lutter contre les îlots de chaleur. On travaille beaucoup avec les populations vulnérables aux îlots de chaleur, notamment, mais on se diversifie de plus en plus. On cible des vulnérabilités plus nombreuses qu'avant, puis on cible plus uniquement l'enjeu des îlots de chaleur parce que le contexte évolue beaucoup. Puis depuis 7-8 ans, le savoir, les connaissances évoluent en termes d'adaptation au changement climatique. Donc, on évolue avec ça. Donc, on travaille, on doit être rendu à au moins une cinquantaine de projets dans différents contextes. Puis moi, aujourd'hui, c'est un peu ça. Je vais vous présenter quelques petits projets sur lesquels on travaille, puis on a travaillé par le passé. L'objectif étant d'inspirer ici vraiment dans l'action pour dire qu'il y a plein de choses qui sont possibles d'être faites, mais vraiment à une autre échelle. Puis, tu sais, nous, pourquoi c'est vraiment important des organismes en environnement, mais on est souvent un organisme qui est fédérateur. On va chercher des organismes communautaires avec lesquels on travaille. On travaille avec des experts de vécu, des citoyens, avec le monde de la recherche. Donc, on a un rôle un peu passe-partout. On se mixe un peu avec tout le monde, avec des villes aussi, le municipal. On travaille avec des instances comme effectivement la CM Québec et autres. Fait que, tu sais, on vient vraiment créer des petits projets à partir de plein de choses. Donc, que ce soit dans des écoles, dans des classes plein air, ruelles vertes, établissements de santé, oasis urbaines. Puis, bon, rapidement, là, les bienfaits de la nature sur la santé, il y en a plein. En gros, je n'ai pas envie de m'attarder ici, mais la nature de proximité est clairement une alliée dans l'adaptation au changement climatique. Ça, c'est un message clé qui, si vous n'êtes pas encore au courant, allez lire toutes les publications qui existent à ce domaine-là. C'est clair, il y a de multiples bienfaits sur la santé mentale, physique, sociale. Ça brise l'isolement social, ça favorise l'activité physique. 15 minutes permet de réduire le stress. Bref, il y a vraiment une multitude d'effets là-dessus. Donc, je veux dire, moi, ça, c'est l'hypothèse de base, c'est qu'en
amenant la nature davantage dans nos villes, proche de nos vies, vraiment. Là, être à moins de 300 mètres, on parle ici d'un 15 minutes de marche idéalement, d'avoir des espaces verts gros, intéressants, ça va vraiment avoir plein de bienfaits. Donc, moi, c'est dans cette optique-là que je vous présente quelques projets. Puis nous, vraiment, à la base, ce qui est clair, c'est que c'est Nature Québec, on n'a pas une approche où on a une science infuse qu'on impose à des gens. C'est vraiment un travail qui est fait avec et pour les citoyens et citoyennes. Donc, on passe toujours, on a 2, 3 étapes on fait de la co-création, donc d'ateliers de design participatif, de diagnostic du problème ensemble, etc. Donc, après ça, on va sur le terrain avec les gens. Dans ce cas-ci, c'est à Québec, c'est le CHSLD Christ-Roi, un vraiment beau projet qu'on va réaliser probablement cet automne ou printemps prochain qui s'en vient. Donc, dans un CHSLD, ça, c'est dans un autre CHSLD. C'est juste quelques photos pour dire, pour nous, c'est vraiment important. Puis pourquoi c'est important? Parce que c'est comme ça qu'on réduit les inégalités en santé, les inégalités territoriales. Il faut s'assurer d'avoir un projet qui correspond à ce que les gens veulent, ce que les utilisateurs, les utilisatrices veulent. Sinon, on peut amplifier des problèmes comme l'éco-gentrification et autres. Ceci étant dit, c'est un problème qui est beaucoup plus large que ce que je suis capable de parler. On pourra en parler pendant des heures. Posez-nous des questions si vous voulez là-dessus, mais c'est pas uniquement je dis pas qu'en faisant des consultations, on règle le problème, mais c'est clairement une partie de la solution. Puis bon, quelques exemples de projets de verdissement et autres qu'on a fait. Ça, comme je disais, c'est le CHSLD Christ-Roi. On peut le voir ici en plein cœur d'un gros îlot de chaleur à Québec, en plein cœur du quartier Vanier. Ça, c'est le stationnement tel qu'il est encore actuellement. Donc, vous voyez un super grand stationnement en plein cœur d'un îlot de chaleur. Ça, ici, c'est le centre d'hébergement. Puis nous, ça, c'est le projet qu'on a proposé qui est en train d'être accepté auprès du CIUS. C'est encore préliminaire, mais vous voyez qu'on est en train on va mettre des arbres, ça va réduire l'effet d'îlot de chaleur un peu partout. C'est un projet aussi qui a une grande attention sur la réduction des polluants atmosphériques. On vise aussi un projet qui est intergénérationnel, donc briser l'isolement social. Je vous shoot plein de choses, là, mais c'est juste, je veux vraiment vous dire qu'il y a vraiment plein d'affaires qu'on peut faire dès maintenant. Il ne faut pas attendre dans 5-10 ans, il faut rentrer dans l'action tout de suite. Ça, c'est un autre CHSLD à Loretteville, donc un terrain qui est peut-être moins dans un îlot de chaleur un peu. Tout ce qu'on voit, c'est du gazon, mais avec les gestionnaires, on est arrivé avec un projet vraiment ambitieux. Tout ce qui est en vert un peu plus foncé, ça, c'est des nouveaux arbres. Donc, on va vraiment essayer de réintégrer la biodiversité pour les résidents, les résidentes de cet endroit-là, essayer de ramener la vie finalement dans cet endroit-là. On parle des CHSLD, on les a vus pendant la pandémie. C'est malheureusement, pour reprendre les mots d'une dame qu'on a consultée, c'est souvent perçu comme un mouroir où les gens s'en vont en fin de vie. Puis il faut changer ça, il faut travailler fort là-dessus. Puis je ne dis pas qu'encore une fois que c'est la solution, mais clairement que d'avoir un milieu de vie qui est agréable, qui est favorable à la santé, où les petits-enfants peuvent aller jouer avec des aménagements intéressants, ben c'est un pas dans la bonne direction. Puis ce pas-là, on peut le faire dès maintenant avec de l'ambition. Un projet de ruelle verte aussi. Bon, vous voyez, ça, c'est des projets qui sont vraiment faits par et pour la communauté à Québec. Ça, c'est peut-être un projet qui fonctionne moins à travers la capitale nationale, mais je le mets quand même parce que c'est vraiment un beau projet citoyen où vraiment l'action vient des citoyens. Nous, on les accompagne, mais on n'est pas le porteur de projet, là, vraiment pas là-dedans. Puis ça, c'est à chaque année, c'est toujours le fun de voir ces projets-là où on fait de la déminéralisation. La déminéralisation est une solution en passant vraiment clair en termes de réduction d'îlots de chaleur, de ramener la vie, ramener c'est ça, ramener la vie finalement, c'est ça notre objectif ici. Puis ça crée encore une fois des milieux sociaux intéressants. On peut faire des événements, on peut rencontrer nos voisins dans ces milieux-là. Donc les ruelles vertes, c'est un autre bel exemple. Encore une fois, un autre exemple, c'est ce qu'on appelle l'oasis du Centre Jacques-Cartier. Centre Jacques-Cartier, qui est un organisme communautaire à Québec, qui a une mission très vaste, là, mais vraiment un bel organisme communautaire, où on a déminéralisé une partie de leur stationnement, on a créé une serre, on a créé un beau jardin communautaire qui sert à alimenter la cuisine collective de cet endroit-là. Donc, vraiment un beau projet. L'Oasis La Korigane, ça, il y en a peut-être qui connaissent le bar La Korigane. Ça, c'était avant, il y a eu, ça, c'est pas quand ils ont leur belle terrasse en été, là. Mais dans les dernières années, il y avait l'intention, ils ont fait toujours de plus en plus des belles terrasses. Puis l'année dernière, on les a aidés à réaménager l'ensemble de la cour, finalement. Vous irez voir ça, vous irez prendre une bière à notre santé de cet endroit-là. Vraiment, c'est un super beau projet où on est en plus en plein cœur de Saint-Roch. Donc, vraiment, il y a des populations vulnérables qui sont là, gros cœur d'un îlot de chaleur. Donc, encore une fois,
un projet qui va avoir un gros impact sur la santé. À petite échelle, on travaille à changer la trame. Puis ça, c'est un peu mon message aujourd'hui, c'est que oui, les villes, tout le monde a un rôle important, mais nous, on travaille vraiment à petite échelle. On fait plein de petits projets dans l'objectif de modifier la trame, de montrer que ça peut se faire différemment. Puis que, c'est pas pour rien que je vous donne autant d'exemples différents. C'est parce qu'autant un propriétaire privé comme la Corrigan, qu'un CHSLD, donc les institutions publiques, que des ruelles vertes, ça, c'est, comme je dis, c'est uniquement citoyen. Il n'y a pas d'organisme qui est derrière ça à part nous, mais on est en appui. Tout le monde peut faire sa part et tout le monde doit faire sa part. Peut-être, pour terminer, j'ai deux petites autres affaires. Là. Ça, c'est un projet de recherche. On travaille avec le CERFO, le Centre d'études et de recherche en foresterie du Cégep de Sainte-Foy, où on essaie vraiment de voir comment, oui, planter des arbres, c'est bon pour lutter contre la pollution atmosphérique, mais dans ce cas-là, on va vraiment essayer de maximiser la lutte aux polluants atmosphériques, donc de cibler quelles espèces ont le plus grand impact sur quel type d'arbre, quelle structure, comment on peut faire en sorte que la façon dont on plante dans l'espace, est-ce qu'on les met toutes à même étage, est-ce qu'on fait des barrières entre la rue, par exemple, et les piétons, comment on peut maximiser tous ces bénéfices-là. Vous irez voir, je mettrai peut-être le site, en tout cas, je ne l'ai pas mis là, mais il y a une belle revue de littérature qui ont publié dans les derniers mois sur leur site Internet, vraiment fascinant. Puis ça, comment, la pollution atmosphérique, on le sait, entre autres, à Québec, mais dans les Limoilou, avec le rapport Mon environnement, ma santé, il y a une différence de qualité de l'air qui amène une différence d'espérance de vie dans les quartiers de la basse-ville. C'est un non-sens il faut prendre des actions dès maintenant. Encore une fois, vous sentez l'urgence, mais c'est vraiment important de porter des petites actions dès maintenant. Puis, dernier point qui est, depuis tantôt, je parle de verdissement, de reverdir, mais je pense que le premier point de ma présentation, en fait, aurait pu être protégeons les derniers boisés naturels urbains. C'est une mesure importante d'adaptation au changement climatique. On essaie de reverdir, oui, c'est beau, mais les quelques boisés qui restent, c'est vraiment important de les protéger. Ça, ce n'est pas un projet sur lequel on a contribué tant que ça, le boisé Montchâtel, mais un boisé qui a été sauvé, qui en tout cas, pas encore entièrement, là, mais qui est en voie. Vraiment un bel exemple. Puis bon, le boisé Nelson, qui récemment aussi, il y a une partie qui a été acquise, donnée par la Fondation, en tout cas, j'ai oublié par qui, à la Ville de Québec. Mais tous ces endroits-là, c'est vraiment les derniers boisés urbains, c'est vraiment important de les protéger parce qu'une fois qu'ils sont détruits, on ne peut pas les reconstruire. Ça ne se fait pas comme ça. Il faut attendre. Il faut du temps. Puis du temps, on n'en a plus parce que les changements climatiques, on le sait, les actions sont maintenant. Donc, voilà, je pense que c'est la fin. Fait que mon message clé, il faut agir à toutes les échelles dès maintenant, puis tout le monde peut contribuer. Merci Mathieu pour ce vibrant plaidoyer en faveur de l'accès à la nature en ville et de la protection des milieux naturels. Je soulève ta citation quand même à petite échelle, on travaille à changer la trame. Je trouve ça super inspirant parce que je pense que avec l'adaptation au changement climatique, on a un peu tendance à voir ça très, très gros. Puis là, avec les projets de petite ampleur, je ne sais pas si c'est de petite ampleur, là, mais comment je pourrais le formuler pour pas que ça soit complètement insultant pour toi. Parfait. Mais tu sais, des projets où est-ce qu'on vient déminéraliser un terrain, ça a peut-être l'air d'être pas grand-chose, mais à l'échelle d'un quartier, ça peut avoir vraiment un impact. Puis t'amener aussi toute la dynamique des populations plus vulnérables, l'équité sociale aussi qui vient avec l'adaptation, parce qu'au final, je pense que on s'en rend compte de plus en plus là, que quand les changements climatiques, c'est les populations les plus vulnérables qui vont subir les impacts le plus de plein fouet. Donc, je pense que tu mets bien le doigt sur le fait que tout est interrelié finalement dans ces sujets-là, puis que dès qu'on agit sur l'adaptation, mais on peut aussi agir en même temps sur une meilleure, des questions de justice sociale, puis des questions de solidarité, puis de résilience des communautés en simultané. Donc, merci Mathieu pour ta très intéressante présentation. On poursuit notre programme de la journée. Donne-moi un instant que je retrouve ma feuille de notes avec Joël Riffon, qui est géographe de la santé et de l'environnement et qui œuvre au sein de la Direction de santé
publique du CIUS de la capitale nationale. Il se spécialise dans les dossiers d'aménagement du territoire, de changement climatique, d'évaluation d'impact à la santé et de la lutte aux inégalités sociales de santé. Donc, merci Joël d'être avec nous. Je te laisse la parole pour notre dernière présentation. Oui, mais bonjour à tous. Merci pour l'invitation. Je suis très content d'être ici et de voir qu'il y a quand même beaucoup de gens qui participent. Donc, effectivement, je vais vous parler aujourd'hui d'adaptation, mais surtout du rôle de santé publique, puis aussi discuter de notre projet en action climatique qu'on appelle AXE, Action climatique, santé et équité. Donc, je commence par rappeler un peu les rôles de la santé publique en général. On a 4 mandats selon la loi, c'est-à-dire la surveillance de l'état de santé, la promotion des saines habitudes, la prévention des risques, puis la protection, ça c'est plus lors d'événements comme la pandémie ou les événements météo extrêmes. Puis les 4 ont quand même un lien avec la lutte intégrée, l'adaptation au changement climatique. Si vous voulez approfondir un peu plus là, le rôle de santé publique, je vous recommande le rapport de Teresa Tam, Dr. Teresa Tam de l'Agence de santé publique du Canada, qui approfondit bien ces éléments-là. Puis, ce qui est intéressant dans ce rapport-là, c'est qu'elle mentionne qu'on a un peu, oui, un pied dans le côté scientifique en santé publique, mais on a aussi un pied dans le côté politique. C'est intéressant. Puis nous, c'est sûr qu'on est une instance régionale, là, donc on couvre toute la capitale nationale. Ça nous fait beaucoup d'acteurs à tenter d'influencer au niveau politique. C'est aussi intéressant dans ce rapport-là de voir les différents éléments là, qui ont un lien avec la santé en termes de changement climatique. On a surtout abordé les 4 premiers là, dans notre projet AXE pour l'instant, les phénomènes météo, la chaleur, la qualité de l'air et les maladies infectieuses, là, surtout par les zoonoses. Qualité des aliments puis de l'eau, on n'a pas nécessairement débuté, mais c'est dans les cartons. Puis pour les phénomènes un peu plus lents, nous, on s'est concentré sur un horizon 2050 là, au niveau de nos analyses. Donc, les phénomènes plus lents, ce n'est pas le même portrait pour 2100. Là, on a moins abordé ces éléments-là. On voit aussi là, les risques à la santé là, qui sont associés. Donc, on fait la surveillance de ces maladies-là. Et bien sûr, comme on le disait, là, les facteurs aggravants, les statuts socio-économiques, parce qu'on n'est pas tous égaux là, au niveau des effets à la santé par rapport au changement climatique. Notre projet, plus spécifiquement, a 3 volets. Le premier, c'est de réaliser une évaluation des vulnérabilités sanitaires. Là. Comme le mentionnait Mylène, nous, on est vraiment dans le domaine de la santé, mais réaliser une étude des vulnérabilités, c'est en soi une mesure d'adaptation. On veut aussi concevoir un plan de lutte intégré en collaboration avec les partenaires. C'est là qu'on entre un peu plus dans le côté politique. C'est sûr que nous, on cherche surtout à influencer puis à ajouter la santé dans les différents plans de lutte au changement climatique puis dans les différents plans d'adaptation parce que la santé, là, c'est un bon moteur là, pour motiver l'action climatique. Puis, on l'a vu aussi avec les exemples de Mathieu, comme au CHSLD Christ Roy. On veut aussi contribuer à l'exemplarité du réseau de santé. C'est sûr que d'adapter le réseau de santé, ça va coûter cher. Donc, en attendant de débloquer les budgets nécessaires, on est beaucoup en évaluation, par exemple, évaluation des besoins, d'adaptation des bâtiments. Donc, on documente. D'ici 2026-2027, on devrait avoir la liste des établissements avec les mesures à mettre en place, que ce soit climatisation, lutte aux inondations. Donc, ça, c'est en cours. Mais effectivement, ça va être beaucoup de sous là, pour adapter le réseau. Notre définition de la vulnérabilité, c'est un peu la croisée de 3 éléments, c'est-à-dire l'exposition aux événements, donc qui est en lien avec la fréquence de survenue. Puis le mot-clé, c'est aussi changement climatique. Qu'est-ce qu'on ne vit pas aujourd'hui qui, en 2050, va être beaucoup plus présent dans notre milieu? C'est aussi en lien avec la sensibilité. Donc, devant un même événement, ce n'est pas tout le monde qui va avoir des impacts équivalents. Donc, on veut identifier les facteurs qui font que les gens vont subir plus d'impacts.
Puis, la capacité d'adaptation, ben, c'est quand on subit des impacts, il y a des façons de réduire les effets défavorables, un peu la bouée de sauvetage là, qu'on va définir par les mesures d'adaptation, mais aussi la résilience des communautés. Je fais un petit clin d'œil à l'Atlas de vulnérabilité de l'Université Laval. Pour éviter de réinventer la roue là, au niveau de la sensibilité, on a surtout utilisé un de leurs indicateurs, là, qui est un indice qui résume, en tout cas, qui met ensemble beaucoup de facteurs de sensibilité, là, que ce soit au niveau de l'âge du logement, des facteurs socio-économiques, pour identifier des secteurs plus prioritaires là, où la communauté en soi aurait plus d'impact à la santé lors d'un même événement. Il faut faire attention, par contre, là, il y a un bon potentiel de stigmatisation, donc il ne faudrait pas faut utiliser ces données-là avec prudence parce qu'on ne veut pas plus de stigmatisation ou de discrimination. Donc, il faut quand même être prudent, mais pour prioriser certains milieux là, au niveau de la sensibilité, cet indice-là est très intéressant. C'est sûr que nous, on regarde aussi au niveau des gens qui sont déjà malades, donc qui ont des incapacités, des maladies chroniques. Mais en ajoutant la couche de données de maladie qui est assez homogène là, pour l'ensemble de la capitale nationale, là, il y a des gens avec des maladies chroniques quand même dans tous les secteurs. Ça ne rajoutait pas nécessairement beaucoup de facteurs intéressants pour prioriser des secteurs. Au niveau de l'exposition, dans les changements les plus majeurs qu'on risque de vivre, c'est beaucoup la chaleur. Dans un horizon de 2050 toujours. On regarde deux éléments. Là. Le premier, c'est la fréquence des vagues de chaleur. Donc, on s'attend à partir de 2040 là, que la fréquence augmente, surtout en ville. Pour certaines MRC un peu plus limitrophes comme Île d'Orléans, Côte-de-Beaupré, Port-Neuf, on serait plus vers la fin des années 2040 là, pour une fréquence accrue des vagues de chaleur. Puis pour l'horizon 2050, pour les MRC un peu plus au nord, là, on ne s'attend pas à une fréquence nécessairement plus qui augmenterait de façon importante d'ici 2050. L'autre chose qu'on surveille pour la chaleur, c'est vraiment les logements qui sont très chauds, parce que c'est là qu'il y a beaucoup d'impact à la santé, là, notamment chez les gens qui ont des enjeux de santé mentale ou les gens qui vivent seuls, qui n'ont pas nécessairement de gens qui les supervisent, là, qui pourraient avoir des impacts santé, puis avoir de moins bonnes chances de s'en sortir à cause de l'isolement. Donc, pour ça, notre indicateur privilégié, c'est vraiment les îlots de chaleur. Donc, on connaît bien ces cartes-là. Ils ont d'ailleurs été mis à jour là, très récemment. Là. Donc, on a un bon portrait des îlots de chaleur. Puis c'est l'outil qu'on privilégie là, pour prioriser des interventions puis la mise en place de mesures d'adaptation au niveau de la chaleur. Pour ce qui est des inondations, on ne s'attend pas à une hausse très marquée. Oui, ça pourrait augmenter, mais en inondation, on vit beaucoup avec les erreurs du passé, en fait, là, au niveau des conséquences à la santé. Puis ce qu'on remarque, c'est que c'est beaucoup des conséquences psychologiques. Là. On le voit, par exemple, là, ici, sur une étude d'un centre canadien sur les impacts des inondations. Ce n'est pas nécessairement des maladies plus physiques là, qui surviennent, c'est vraiment du stress, puis ça met un peu l'emphase sur l'importance de la santé mentale là, en lien avec les changements climatiques. Donc, des mesures d'adaptation, plus de soutien pour la santé mentale là, pourrait être une bonne avenue là, au niveau de ce type d'événement. Pour ce qui est de la qualité de l'air et des feux de forêt, on est un peu tributaire de deux choses. Le premier, c'est un peu les décisions qu'on va prendre là, au niveau du transport notamment, puis des moyens de chauffage. Pour ça, je vous inviterais à aller voir là, justement, ça a été mentionné tout à l'heure, les travaux Mon environnement, ma santé. Il y a beaucoup d'éléments là-dedans qui sont des pistes intéressantes de solutions. On regarde au niveau de l'ozone puis des particules fines, hein, qui sont les deux éléments qui ont le plus d'impact sur la santé au niveau de la qualité de l'air. Les études ne démontrent pas une hausse de PM 2,5 attendue vraiment importante.
Mais l'autre élément là, qui peut contribuer, vous en doutez, c'est les feux de forêt. Donc, on a regardé au niveau des types de forêts sur notre territoire, là, au sud de la capitale nationale, ce n'est pas des types de forêts qui ont tendance à brûler de façon importante. Par contre, là, tout ce qui est du secteur de Charlevoix, Charlevoix-Est, c'est des types de forêts beaucoup plus propices là, à une hausse des feux de forêt. Mais de toute façon, vous l'avez vu là, avec les images de New York, les feux de forêt peuvent avoir des impacts sur des très grandes distances. Donc, même si on a des parties du territoire moins propices à des feux de forêt, on pourrait être impacté par des feux de forêt ailleurs au Québec ou au Canada qui réduirait un peu là, notre qualité de l'air. Un des changements qu'on va subir, c'est la présence des tiques. Par contre, ça, je pourrais être un peu plus rassurant. On a des bons modèles qui nous permettent de voir venir l'arrivée, la migration de ce type d'insectes, c'est pas des insectes, en fait, de ce type de vecteurs-là. Puis les mesures d'adaptation sont quand même bien connues, là. Il s'agira d'adapter un peu nos habitudes, donc faire de la sensibilisation puis de mettre en place des mesures de protection. Mais c'est quelque chose qui va apparaître dans le paysage d'ici 2050 qui n'est pas nécessairement très présent aujourd'hui. Je terminerai un peu en parlant de la capacité d'adaptation. C'est sûr que une des façons de se remettre d'un événement climatique, c'est au niveau de la cohésion sociale, du développement de la communauté. Donc, ça va prendre des environnements sains qui vont nous permettre d'augmenter la résilience, peu importe le type de crise. Puis ça va être surtout important s'il y a plusieurs crises de suite. Puis pour ça, on regarde beaucoup les déterminants de santé, là, vous en doutez, puis la réduction des inégalités sociales de santé pour recommander des mesures d'adaptation. Pour ce qui est des mesures d'adaptation en elles-mêmes, il y en a vraiment beaucoup. Fait qu'un petit peu on s'est un peu inspiré des outils comme les évaluations d'impact santé, les EIS, pour définir des critères qui nous permettent de voir lesquels ont le plus d'opportunités au niveau des gains en santé pour un peu recommander celles qui vont avoir le plus d'efficacité. Donc, ça, c'est des exemples de critères là, qui nous permettent de classer les différentes mesures d'adaptation pour en recommander des plus bénéfiques à la santé. Puis, comme je vous disais, il y en a vraiment beaucoup, là. Donc, je vous ai mis les différentes catégories qu'on utilise pour classer les mesures d'adaptation. Donc, on veut vraiment développer notre compétence là, à prioriser puis à identifier les différentes mesures qui vont avoir les meilleurs impacts pour la santé. Vous voyez différentes catégories, là, politiques, cadres légaux, les trucs plus administratifs, les développements des compétences, dont les simulations là, que j'aime beaucoup. Ou sinon, quand on vit des événements, là, les debriefings sont très importants là, pour pouvoir s'améliorer la fois d'après. Puis il y en a toutes sortes d'autres, les systèmes de surveillance, de suivi et d'alerte, les pratiques, les infrastructures physiques, les technologies. Et un qui est assez important, l'économie, les finances, là, je pense qu'on ne s'en sauvera pas sans taxes ou sans une bonne redistribution des richesses. Donc voilà, c'est ce que je voulais aborder. Là. Je vous ai mis aussi notre courriel si vous avez des questions plus spécifiques à ma partie de présentation. Vous pouvez nous écrire là, pour nous consulter là-dessus. Merci beaucoup, Joël, pour la présentation. Je confesse que moi, je suis très contente qu'on puisse avoir la perspective, le regard de la santé publique sur l'enjeu des changements climatiques et de l'adaptation au changement climatique, parce que j'ai l'impression que c'est un peu peut-être un angle qu'on a tendance à omettre, mais aussi parce que les changements climatiques, c'est beaucoup des impacts sur la santé essentiellement. Puis là, vous excuserez mon pragmatisme, mais aussi en termes de coûts pour tout ce qui est du système de santé qui va devoir éponger les impacts en termes d'augmentation de problèmes respiratoires, des problèmes en cas de vague de chaleur extrême, etc. Donc, c'est quand même des gros impacts
pour lesquels on doit se préparer en lien avec les changements climatiques pour notre système de santé. Puis là, Joël, tu mentionnais qu'il y avait le chantier en cours de l'adaptation du réseau de santé. Je vous lève mon chapeau quand même parce que je pense que ça ne sera pas une mince tâche de faire... d'affronter ce chantier-là. Donc, merci beaucoup, Joël, pour la présentation. On aurait quelques minutes maintenant, peut-être, pour faire une petite période d'échange de questions du public. Là. Donc, s'il y a des gens qui veulent poser des questions, je ne crois pas que j'en ai vu dans le chat, là, à ma connaissance, mais n'hésitez pas à lever la main. Sinon, entre-temps, moi, j'aimerais peut-être vous entendre sur certains éléments, parce que là, vous avez soulevé chacun des enjeux. Joël, plusieurs suggestions de mesures d'adaptation. Mathieu, je pense que vous êtes plus au niveau du verdissement. Puis, bon, à la CNQ, vous avez un champ d'action très, très large. Donc, je serais curieuse de savoir est-ce qu'il y a un enjeu ou une vulnérabilité, un impact en particulier des changements climatiques qui vous préoccupe en priorité pour votre territoire d'action, pour lequel vous pensez que c'est là qu'on devrait vraiment agir en priorité? Et selon le cas, quelle serait la mesure que vous aimeriez voir mettre en place pour cet enjeu-là? C'est peut-être une question trop difficile. Je ne sais pas si vous êtes capable de sélectionner un seul enjeu, mais vous avez droit peut-être à 2 réponses aussi, là, si vous voulez. Donc, je ne sais pas si quelqu'un veut se lancer pour une première réponse. Ben, je pourrais, je mentionnerais que la qualité de l'air, c'est, comme je l'ai mentionné, là, assez tributaire des décisions qu'on va prendre là, dans les prochaines années. Puis, je pense qu'il y a un mouvement là, qu'on voit de plus en plus à Québec, c'est les vélos électriques. Je pense que, en termes d'efficacité de transport de personnes au niveau du ratio de ressources que ça prend pour créer le produit, puis d'impact sur la qualité de l'air, c'est une des petites révolutions que j'aimerais bien voir dans les prochaines années là, pour continuer de se déplacer tout en améliorant là, notre bilan à la fois de santé puis de gaz à effet de serre. Là. Donc, j'irai sur cette piste. Donc, plus mobilité. C'était d'ailleurs une de vos recommandations dans le fameux rapport Mon environnement, ma santé, là, de favoriser la diminution de la capacité routière, notamment dans les quartiers centraux. Ce qu'on a évidemment applaudi de notre côté au CRE, parce qu'on est plutôt d'accord avec cette position. Très intéressant. Mylène, Mathieu, avez-vous de votre côté une réponse, Mylène? Oui, en fait, je peux pas me pencher, là, n'ayant pas les résultats de l'étude sur l'élément qui ressort le plus marquant. Mais ce que je voudrais quand même dire là-dessus, c'est que ça dépend quand même d'où on est, de qu'est-ce qu'on regarde. Il y a des questions spécifiques à des territoires, mais bon, l'enjeu le plus global, c'est le réchauffement du climat. Donc, c'est certain que c'est lié à ça. Ça va donner des genres d'impact plus chronique là, sur carrément l'augmentation des températures, que les éléments soient soumis à un climat qui est différent que ceux qui sont habitués, et ça va aussi générer des phénomènes plus extrêmes. Donc, je me risquerais pas sur dire sur quoi se concentrer en priorité, mais pour aller vers la question quelle action mettre en place en priorité, sachant qu'il y aura tout un éventail d'impacts, j'irais sur des actions qui ont une bonne synergie pour répondre à plusieurs enjeux. Donc, ils vont avoir des effets à la fois sur l'atténuation, je veux dire, les changements climatiques vont continuer sans le fier si on continue à faire de la même façon. Donc, des actions qui jouent sur l'atténuation des GES, sur l'adaptation, et aussi sur ce que je viens de mentionner, qui ont des impacts positifs sur la qualité de l'air. Donc, après ça, on peut regarder chaque exemple de cette façon-là, puis se poser la question, est-ce que ça sert plusieurs causes? Est-ce que les co-bénéfices, les potentiels d'amélioration de la situation de choix de ma solution, ils sont grands?
Donc, si on prend l'exemple du transport, qui peut servir à réduire clairement les GES, qui va avoir un impact sur la qualité de l'air, et selon comment on organise nos milieux pour favoriser le transport en commun, va probablement laisser plus de place à la conservation des milieux naturels aux alentours qui vont jouer un rôle dans l'adaptation. Donc, selon comment on regarde chacune des actions, puis qu'on essaie, puis au final, c'est la même action qui sert plusieurs causes, mais des fois, ce ne sera pas non plus les mêmes acteurs. Donc, de travailler non seulement en synergie dans le choix de comment nos actions vont donner les coûts-bénéfices, mais c'est qui les acteurs qui sont dans ce domaine-là, puis comment on peut travailler ensemble pour qu'un projet peut-être prenne une plus grande ampleur que 3 projets mis à côté pour aller chercher des grandes retombées positives là-dessus. Donc j'irais vraiment sur se questionner sur comment on peut agir de façon plus efficace en répondant à plusieurs besoins. Donc, j'entends quand même un besoin de peut-être commencer à penser autrement, là, la concertation des acteurs d'un côté, puis en même temps, de faire des projets avec une perspective de réduction des GES, mais aussi d'adaptation tout en regroupant les efforts. Là. Donc, je pense que je comprends bien Oui, ton on est quand même intervention. dans une notion de système, puis une action, puis tant mieux, là, on va trouver des points positifs dans ce qui se passe dans le contexte actuel. Une action va souvent servir plusieurs causes. Donc, même si au final, on dit il y a cet impact-là, et celui-là qui sont prioritaires, les actions peuvent servir plusieurs causes. Donc s'assurer que en fait, mon point, c'est de ne pas tout mettre l'emphase sur quel est l'impact possible, mais quelle est la solution qui pourrait répondre en amont à cet impact-là, mais probablement à d'autres aussi en même temps. Tout à fait. J'allais Mathieu, je amener te les laisse 2 conclure. points, exactement ces 2 points-là de qualité de l'air, puis après des solutions en tout cas multi-problèmes, je vais dire. Puis, je pense peut-être quelque chose à ne pas oublier. Je pense qu'il y a 2 choses que j'ajouterais à ça. La première, c'est de ne pas chercher la meilleure solution à tout prix, parce que je pense que ça pourrait empêcher une action rapide. Puis je veux dire des choses comme favoriser le transport actif et durable, faire du verdissement. Tu sais, ce sont des choses qui ont des impacts positifs dès aujourd'hui. Tu sais, c'est la commission 2015 du Lancet disait que les changements climatiques étaient la plus grande menace et la plus grande opportunité en termes de changer. Puis tu sais, ils parlent de solutions à coût nul. Bien, c'est un peu ça, là, ces solutions-là qui amènent des bénéfices, qui n'amènent pas d'inconvénients majeurs. Il faut les implanter dès aujourd'hui. Il ne faut pas se perdre nécessairement parce que, comme tu dis, Mylène, je pense qu'une solution peut répondre à 2-3 enjeux. Peut-être, par contre, une petite chose à faire attention, je dirais, qui est un peu l'inverse de ce que je viens de dire aussi, mais c'est évidemment toujours garder cette lunette-là vraiment importante d'équité territoriale qui a été amenée, d'égalité, de lutter contre les inégalités en santé, parce que sinon, on pourrait faire des oubliés, puis c'est vraiment important qu'on aide tout le monde ensemble, parce que comme tu as dit tantôt, Frédéric, les personnes qui vont subir le plus les changements climatiques, c'est probablement les personnes qui ont le moins moyen d'y faire face. Donc, face à cette sensibilité-là, il faut penser vraiment à ces personnes-là en priorité puis avoir des mesures appropriées pour ça. Tu sais, je viens de voir une question de commentaire sur le taux auprès des vélos, à l'achat des vélos. Ben, c'est le genre de mesure comment on peut rentrer de l'éco-fiscalité qui avantage les personnes le plus dans le besoin. Je pense que c'est quelque chose de bien important à rajouter dans cette équation-là, des meilleures solutions. Ben, puis tu dis justement ne pas chercher la solution parfaite. Tu sais, même les petites actions peuvent avoir un impact. Je trouve que c'est une approche super intéressante. Puis je me permets de paraphraser Bruno Marchand qui sort souvent cette formulation-là, qui est en même temps pas une panacée à tous les problèmes, mais quand même, tu sais, avançons, même si on n'a pas la solution à tous les problèmes, puis prenons des petites actions pour l'adaptation. Puis bref, même si on ne règle pas tous les problèmes, on peut quand même avancer positivement. Là. Je vois qu'il y avait une question. Oui? C'est quand même important après de travailler avec des gens comme la Direction de la santé publique et le CMQ qui travaillent sur des choses à plus grande échelle aussi. Je pense que c'est important que tout se complémente, sinon on perd cette notion-là territoriale à plus grande échelle. Mais clairement, je salue ce que tu dis aussi, Frédéric.
Merci du complément. Il y avait une question de Kim dans le chat là, qui vient un peu regrouper, je pense, une question que je m'en allais vous poser aussi, mais qui s'adresse à la CMQ. Comment est-ce que la CMQ peut s'engager à corriger en collaboration avec les villes, les organisations, pour avoir des règlements qui offrent des bonnes conditions à des aménagements favorables à la santé qui font face aux enjeux climatiques? Fait je pense qu'on a quelques représentants de municipalités dans la salle aujourd'hui, puis on sait les municipalités n'ont pas toujours des ressources, ont pas des ressources limitées là, pour faire face au changement climatique, même que les ressources financières, plusieurs municipalités lèvent la main parce que la capacité financière des municipalités n'arrive pas à est pas suffisante pour faire face aux enjeux actuels. Qu'est-ce qu'on donnerait comme conseil à des municipalités pour avoir un impact sur les changements climatiques dans la capacité de leurs moyens? Puis en même temps, la question de Kim, est-ce que la CNQ peut jouer un rôle là-dedans? Oui, je vais tenter un petit élément de réponse. En fait, ce que j'ai présenté là, pour la révision du plan métropolitain d'aménagement et de développement, c'est pas mal l'outil réglementaire principal là, que la CM Québec pour orienter ou en fait pour s'assurer de la concordance là, de ce que mettre en place les municipalités comme réglementation pour être conforme finalement aux attentes là, du plan métropolitain. Donc, c'est vraiment cet outil-là, comme je vous disais, qui va être en consultation là, au courant de l'automne. Là, si les contribuer, c'est toujours bienvenu là, par vos idées. Mais en tant que tel, les municipalités, c'est à elles de décider quelle réglementation ils vont adopter pour répondre à ces grands enjeux, à ces grandes orientations. Et j'aurais tendance à dire qu'il y a quand même un grand éventail de possibilités. J'ai assisté dernièrement à quelques webinaires là, sur les outils réglementaires là, pour les municipalités. Sans dire une municipalité doit avoir tel élément, il y a de la flexibilité pour aller développer, aller innover dans la réglementation qu'une municipalité veut développer. Il y avait quelques exemples justement de milieux qui l'ont fait, qui ont tenté des choses. Et pour répondre à l'autre partie de ta question, Frédéric, sur les moyens, ben j'ai pas toutes les réponses non plus à ça, mais je rebondirais quand même sur le point qu'a nommé Mathieu. Il y a aussi des mesures à faible coût là, sur lesquelles on risque pas de perdre grand-chose. Donc, de rester aussi sur cet échelon très varié de mesures. Il y a des éléments beaucoup plus structurels, beaucoup plus de fonds, des plans d'urgence, etc., des grandes modifications de l'aménagement qui, certes, là, il y a toute une démarche de financement et d'appui gouvernemental à y avoir pour ça, mais il y a aussi des mesures sur lesquelles on ne devrait pas se priver d'aller chercher, d'avoir des projets comme fait Nature Québec, comment tu t'as nommé, j'aimais bien là, la citation que tu as repris aussi, Frédéric, pour de modifier la trame urbaine. Là, celle-là, à elles seules, vont pas toutes faire la différence, mais c'est celles qui ont un impact le plus rapide, aussi visible, qui motive et mobilise à l'action, donc de jouer sur cet éventail-là. Et pour les ressources, je reprends une petite seconde pour dire, il y a les ressources financières, mais aussi toute la question des ressources humaines. Il y a de plus en plus de regards tournés vers les municipalités pour leur potentiel d'adaptabilité, mais c'est avec les mêmes ressources qu'avant. Donc, ce qu'on souhaite aussi, en fait, qui est le mandat de la CM Québec, c'est de soutenir les municipalités dans ce qui est d'avoir d'accès à l'information. Le projet qu'on fait sur les vulnérabilités, c'est pour éviter que chacun des milieux doive refaire une étude, financer, attendre le temps, etc. Donc, de faciliter l'accès à l'information, faciliter les outils de prise de décision pour enlever du poids non seulement sur l'aspect financier, mais sur la surcharge ou la très grande sollicitation qu'il y a pour les ressources municipales. Il y avait aussi l'aspect dans la question que j'ai un peu sauté là, dans la hâte, mais c'est parce que là, Kim soulevait que parfois c'est au niveau réglementaire qu'il y a des blocages pour développer des projets qui pourraient être peut-être plus innovants, côté verdissement, etc. Donc, je ne sais pas, Joël, Mathieu, si vous aviez des éléments, des pistes, si vous vouliez rebondir sur cette question-là aussi de votre côté.
rebondir un peu. Ça ne va pas exactement dans la direction, mais je tiens quand même à le souligner. Il y a toujours cette option-là de règlement de contrôle intérimaire pour la protection des boisés restants qui a été fait à l'échelle de la CMM, qui n'a pas été fait à l'échelle CMQ et autres. Fait que je tiens quand même à soulever ça. Puis je mets ça parce que je pense que c'est, comme je disais tantôt, couper les derniers boisés, c'est à chaque fois, c'est une ressource non renouvelable qu'on perd. Fait que, en tout cas, je vais amener ça ici, je vais le laisser sur la table, mais au-delà de ça, je ne me sens pas l'expertise d'amener ça plus loin. Fait que je vais le rebondir. Ben, je dirais, au niveau des mesures d'adaptation, il n'y en a pas qui n'auront que des bénéfices, hein. Il va falloir quand même faire des choix puis des sacrifices. Là, on en cherche des mesures d'adaptation qui n'ont pas d'impact négatif, puis on n'en a pas trouvé encore. Mais je pense que je pourrais dire, là, c'est au niveau, par exemple, des financements de projets, il faudrait un peu de flexibilité parce qu'il y a des projets super intéressants qui n'arrivent pas à cocher toutes les cases, tous les critères pour avoir les subventions des fois, puis ça peut effectivement bloquer. Donc, la flexibilité sera importante. Puis sinon, la pérennisation de certains budgets, il y a des beaux projets qui décollent, mais qui ne peuvent pas perdurer dans le temps parce que le financement est sur un temps limité, puis par la suite, il n'y a rien pour pérenniser. Donc, peut-être ces deux éléments-là pourraient être intégrés dans des règlements là, pour améliorer la situation. Puis, je me permets d'intervenir par rapport à toute la question des municipalités pour mentionner le guide de l'UMQ qui a été publié, je pense, en dernière année pour s'adapter au changement climatique par la réglementation, dans lequel il y a quand même beaucoup de pistes là, d'actions qui peuvent être prises au niveau réglementaire par les municipalités pour avoir un impact positif en termes d'adaptation. Là, je pense juste enlever les seuils minimaux de stationnement. Dans plusieurs municipalités, on est encore pogné avec cette approche-là qui date un peu d'une autre époque. C'est des règlements pour favoriser la protection des arbres dans les projets de construction. Ça aussi, c'est quelque chose qui n'existe pas dans plusieurs municipalités, puis c'est super facile, puis c'est pas compliqué à venir appliquer dans une municipalité non plus. Fait que aussi, même chose, peut-être plus des usages conditionnels pour favoriser la densité dans certains quartiers résidentiels où est-ce qu'il y a plus d'enjeux d'intégration. Fait qu'au niveau urbanistique aussi, il y a quand même tous ces aspects-là qui peuvent être approchés aussi pour favoriser l'adaptation. Donc, plusieurs pistes à explorer pour les municipalités. Je pense que j'avais peut-être une autre question. Là. Je pense qu'il s'adressait à Mathieu. Je pense que quelqu'un était très inspiré par ta présentation et demandait comment on peut faire pour qu'il y ait plus de projets de verdissement, de déminéralisation qui soient faits. Comment on peut encourager ce genre de projet-là dans nos milieux de vie? Quel conseil tu nous donnes, Mathieu? C'est tellement une bonne question. Je fais ça à temps plein. Puis je te dirais que je pense qu'il y a de plus en plus une meilleure écoute auprès des différentes institutions de tout le monde, des villes, des municipalités et autres. Je pense qu'il y a une meilleure écoute. Mais concrètement, comment quelqu'un peut faire? Je pense que il y a plusieurs échelles à ça. La première échelle, la plus simple, là, je pense que sur la ville de Québec, je ne sais pas c'est quoi l'échelle du niveau de la CMQ, mais la ville de Québec, c'est 75% du territoire qui est jugé non municipal. Je pense que Montréal, c'est 80%, quelque chose comme ça. Ce qui veut dire que la ville n'a pas d'impact sur 75%. Elle peut avoir un impact, là, mais ne peut pas décider de planter des arbres, ne peut pas décider de conserver sur 75% du territoire. Donc, il y a des distributions d'arbres qui se font un peu partout. Il y a différents projets pour favoriser le verdissement. Je pense que c'est une première chose, à petite échelle. Deuxième échelle, si vous avez un beau projet en tête, contactez-moi, on en parlera. Puis je pense qu'après, c'est de faire savoir par tous les moyens possibles à nos élus que c'est important puis qu'on veut s'en aller dans une direction
c'est ça, de participer aux différentes consultations publiques. Il y en a plein. Il y en a une en ce moment. Là, encore une fois, je suis très Québec, je suis désolé, mais sur la stratégie de biodiversité que la Ville de Québec veut adopter. Mais il faut se faire entendre dans tous ces événements-là. On sait qu'il y a de plus en plus des camps qui sont campés, malheureusement, pour contre l'auto, pour contre ci, ça. C'est même pas de ça qu'il est question. Là, comme faut commencer tranquillement. En tout cas, je me perds un peu dans mon discours, mais c'est une question qui n'est pas facile. Puis si vous avez la réponse magique, venez me voir. Là. Moi, je travaille là-dessus en tout temps, essayer de convaincre les gens, puis de faire des projets. Fait que, il y a ces deux où on a du pouvoir agir, puis où on n'a pas essayé de convaincre. Je ne pense pas que ça répond à la question, mais ce n'est pas aussi facile que juste un coup de baguette magique. Non, mais c'est quand même un inspirant plaidoyer en faveur des projets de verdissement dans nos milieux. Mylène, Joël, est-ce que vous avez des réactions de votre côté? D'en parler, je pense qu'il faut arrêter de se sentir seul. Puis une des bonnes façons de faire ça, c'est de communiquer, faire des liens, de mettre en place des projets, ça permet de rencontrer des gens, puis souvent de voir des personnes qui ont les mêmes passions que nous au final. Puis ça permet de renforcer les communautés, juste en parler. Donc, je commencerai par là, mais sinon, les conseils de Mathieu, même s'ils se dénigrent un peu, je les trouve très bons. Je nous amène un petit peu dans une autre direction. J'attrape la question pour la pousser un petit peu ailleurs. Là. L'appropriation des projets par les communautés a une très, très grande valeur. Tu peux réfléchir dans les grandes instances décisionnelles, mettre en place les conditions favorisées, etc. Mais par en dessous, comment ça s'est rattrapé par la population? C'est quoi les demandes qui sont faites? Où on les imagine aussi, les projets? Je pense que ça les rend d'autant plus intéressants pour ceux qui cherchent à en financer. Et je fais une tentative. Hein. La question de l'éco-gentrification n'est pas simple pour personne, là, mais pour la remettre sur la table, des projets, il y en a besoin partout, dans tous les milieux, puis dans les milieux où les îlots de chaleur, par exemple, sont plus grands, ou où les vulnérabilités socio-économiques sont plus grandes, le besoin est différent, mais c'est de s'assurer que la question d'éco-gentrification, on l'aborde, on en tient compte, elle est très fortement liée à la question de crise du logement aussi, mais qu'elle n'est pas une limite aussi à la mise en place de projets. Ne voulant pas créer d'éco-gentrification, c'est pas une raison pour pas aller développer des projets dans des milieux où il y en a besoin. Et donc, sur tous les territoires, il y a lieu de renforcer la résilience, de renforcer le verdissement des municipalités dans les quartiers défavorisés comme moins défavorisés. Donc, c'était pour relancer l'idée que des projets en ont besoin de partout et partout, les gens peuvent se mobiliser pour le nommer. Et clairement, si on met ça en relation avec les différentes politiques, les plans climat, les visions de l'arbre, etc., et toutes les cartes là, en rouge où on met qu'il y a des priorités, ben, ça va rebondir. Là, si on l'entend par en bas et par en haut, ben, ça va finir par se rencontrer au centre. Puis bien entendu, là, j'aborde pas la question des budgets là-dedans, mais je crois c'est dire qu'on est dans l'ère du temps pour qu'il y ait une volonté d'aller vers l'action. Donc, peut-être des fois avoir l'idée avant que le financement soit offert sur la table, c'est pas mauvais non plus. Sachant que tout le monde a besoin d'aller dans le même sens, tous les angles d'action sont valables. Donc, j'entends ici la pertinence de la mobilisation citoyenne vraiment là, pour ces projets-là, pour éventuellement que ce soit entendu à l'autre, au top de la machine. Puis, je pense qu'on a parlé beaucoup de la Ville de Québec. Mathieu, on t'a pardonné ton Québec centrisme là, que tu mentionnais, mais je pense que c'est quand même des réflexions qui peuvent s'adapter à plusieurs municipalités de plusieurs terres là, sur l'importance de la mobilisation citoyenne, puis aussi l'importance de l'accès à la nature dans l'adaptation au changement climatique là, à tous les niveaux. Donc, je pense qu'on quand même
on a parlé beaucoup de Québec, mais on a des réflexions intéressantes pour peut-être d'autres municipalités dans la capitale nationale. On arrive à la fin de notre temps qu'on avait pour le webinaire d'aujourd'hui, donc on va devoir s'arrêter là pour les échanges, mais je voulais quand même prendre le temps de vous remercier infiniment d'avoir accepté notre invitation d'être panéliste pour nous aujourd'hui. Donc, merci beaucoup Joël, Mathieu et Mylène d'avoir été présents avec nous aujourd'hui. Puis, merci beaucoup à tous nos participants là, qui se sont inscrits et qui s'intéressent à l'adaptation, qui voulaient vous impliquer dans vos milieux. C'est vraiment, on est vraiment content de voir la réponse à cet événement-là. Je voyais quelqu'un demandait s'il allait avoir les PowerPoint. Je crois qu'a priori, il n'y aura pas d'objection des panélistes, là, mais on pourra vous les envoyer avec l'enregistrement de la rencontre si jamais vous voulez réécouter un jour dans votre salon, dans vos temps libres. Donc, je vais m'arrêter ici, puis je vais vous souhaiter une très belle fin de journée. Puis, merci beaucoup d'avoir été là avec nous aujourd'hui. Donc, au revoir.